regarde les travaux actuels, premièrement, il y a aujourd'hui une très forte critique. Comme la théorie des systèmes miroirs a été dominante, elle est actuellement en train de passer en position de théorie dominée au profit d'autres théories qui en font une revue critique en disant qu'on a beaucoup trop fait parler ces structures-là et qu'on a trop extrapolé en termes psychologiques à partir finalement de données biologiques qui sont comme toujours à interpréter, hein, qui sont voilà, des neurones qui s'activent, et alors, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça fait? Et puis, donc non seulement il y a une critique de la théorie même des systèmes miroirs, Gallès et Isolati continuent de défendre leur théorie de manière très active. Enfin, elle est quand même de plus en plus mise en question. Et dans le champ de l'autisme, on trouve de tout. J'ai fait une revue rapide, et j'ai trouvé finalement autant de travaux qui continuent de défendre l'idée que ces systèmes de l'empathie dysfonctionnent chez les autistes que de travaux qui démontrent qu'ils fonctionnent dans le. Alors, où est l'anomalie? Nous ne savons pas. Mais au-delà, et c'est là que je vais rentrer dans la deuxième catégorie de modèles, ce qui est remis en question de plus en plus, c'est l'idée même, dans le fond, que l'autisme est une somme de déficits, et notamment de déficits dans le champ des cognitions sociales. D'abord, parce que comme on l'a vu, lorsqu'on cherche de manière plus sérieuse, et lorsqu'on s'intéresse vraiment à la manière dont les autistes, non pas réagissent face à des images d'expression dans un laboratoire, mais dans la vraie vie, quoi. Comment ils sont en famille, comment ils sont avec les professionnels, comment ils sont avec leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. S'ils étaient tels que la neuropsychologie cognitive les décrit, ce ne seraient absolument pas tels qu'ils sont. Évidemment qu'ils ont une compréhension des autres, évidemment qu'ils ont des capacités sociales. Mais elles sont atypiques, elles sont particulières. Et en fait, il faut les décoder. D'une certaine manière, nous pensons déficit d'abord parce que nous ne comprenons pas. Et quand on s'intéresse à un autiste pendant des années, vraiment on interagit avec lui, on apprend d'une certaine manière son langage, le modèle du déficit existant. Et en fait, là, la neuropsychologie, avec son concept de stratégie particulière, est tout à fait pertinente. Et puis surtout, on va s'intéresser de plus en plus dans le champ de la recherche à des autistes SDI, c'est-à-dire sans déficience intellectuelle, qui ont des niveaux de performance et de fonctionnement beaucoup plus élevés. Puis il y a les talents paradoxaux. Et Laurent Motron va construire sa théorie de l'autisme à partir de l'étude dans les régions reculées du Québec, où il était contraint de travailler parce qu'il avait ce qu'on appelait un permis restrictif comme une naissance, d'autistes surdoués qui connaissaient le matin de Montréal. Montréal, c'est pas une très grande ville, mais c'est quand même aussi grand que Bruxelles, je pense. Et puis il va y avoir les témoignages d'autistes. Et ça, quand les autistes vont raconter leur expérience, ça va transformer aussi la représentation qu'on en a, avec en particulier, bien sûr, Pensée en images. Je crois que c'était le premier livre de Temple Grandin. Donna Williams, Si on vous touche, n'existe plus. Daniel Tammet, Embrasser le ciel immense. Et quoi, et là, ils décrivent toutes les particularités. Temple Grandin, en particulier, décrit très bien comment elle a appris, littéralement, le social, l'intersubjectivité, la compréhension des autres. C'était un long apprentissage et que maintenant, elle y arrive à sa manière. Elle y arrive. Simplement, quand elle est dans un auditoire comme ça, elle est obligée. Moi, j'ai une sorte de. Je ne suis pas très autiste, donc j'ai une sorte d'intuition, de perception globale, empathique de votre état mental, de votre intérêt, des intérêts, curiosité, tout ce que je comprends. Et elle y parvient en scannant chaque visage individuellement, en repérant tous les signaux dont elle sait qu'ils sont soit l'expression d'un désintérêt, d'un désaccord, ou d'un enthousiasme. Et puis les fameux intérêts restreints. Alors moi j'aime bien la formule de Laurent Motron qui dit dans le fond l'intérêt restreint des autistes. Il suffit de regarder un peu les hobbies des uns et des autres, de la construction des maquettes d'avions des années 40 à la philatélie en passant par je ne sais quoi. Bon, les autistes sont quand même pas extrêmement différents de nous de ce point de vue-là. Simplement quand nous, c'est nos intérêts restreints, on appelle ça un hobby et une passion, et quand c'est ceux des autres, on appelle ça des intérêts restreints. Bon, lui, il appelle ça des désintérêts étendus. Laurent
ça les intéresse longtemps, toute la vie, ils restent sur la même ligne d'intérêt avec des petites transformations. Bon, nous aussi, en fait. Il suffit de se poser la question de savoir comment nous avons fait nos choix professionnels, à partir de quel phénomène dans l'enfance. On voit aussi cette continuité. Et en 2004, Laurent Motron, qui est dans un tout autre contexte que celui que nous connaissons ici en Europe et en France, parce qu'il travaillait avec Michel Dossan, cet autiste de très très haut niveau, militante des droits des autistes. Donc déjà, Laurent était confronté à cette question de ce qui allait devenir au courant de la neurodiversité, c'est-à-dire de la revendication de l'identité autistique comme telle, va écrire son premier livre qui définit l'autisme pardon, comme une autre intelligence. C'est-à-dire, cessons de la définir par rapport à la nôtre, définissons-la en tant que telle. Qui pose évidemment une question fondamentale de définir un type d'humain qui serait différent d'un autre type d'humain. Et ça serait intéressant d'en parler avec Arnaud Dominique, puisque ça va contre, me semble-t-il, les travaux de la génétique qui tendent plutôt à unifier, il me semble, la race humaine. Ça, c'est quelque chose dont on discutera. Et en 2016, l'année dernière, Laurent Motron va sortir un deuxième livre sur les interactions précoces qui poursuit encore ce modèle de l'autisme comme différence, puisque au-delà d'une autre intelligence, il définit l'autisme comme un autre développement, une autre modalité développementale. Autrement dit, c'est non seulement l'intelligence qu'il ne faut pas chercher à comparer à la nôtre, à définir par rapport à la nôtre, mais c'est même le développement de l'autisme qui serait finalement une modalité développementale propre, et non pas un développement entravé ou perturbé. Ça se discute. Là, je suis dans l'analyse des idées. Tout ce que je présente n'est pas forcément des choses auxquelles j'adhère. J'essaie juste de les mettre en perspective et de les faire travailler. Mais avant d'en arriver là, passons par tous les travaux qui définissent l'autisme comme normal plus quelque chose, c'est-à-dire les hyperfonctionnements. Ou, pour être plus juste, normal moins quelque chose et plus quelque chose. Il y a des choses qui manquent et il y a des choses qui sont en plus. Alors là, il y a des travaux un peu anecdotiques. Je cite un article sur l'excès d'empathie émotionnelle qui n'a pas eu un énorme succès, mais que j'ai trouvé intéressant. Il y a la théorie de Baron-Cohen, qui elle aussi, à ma connaissance, n'a pas été extrêmement diffusée. Il y a le modèle de la perception augmentée, qui évidemment est un modèle très fort, probablement un des plus argumentés sur les bases expérimentales aujourd'hui. C'est probablement le modèle le plus solide qu'on ait, plus solide que le modèle du déficit des cognitions sociales. Je parle en termes de niveau de preuve. Et puis, il y a un modèle qui est essentiellement conceptuel, qui est le modèle du monde trop intense des époux Markram. Le modèle d'Adam Smith, qui n'est pas l'économiste, hein, vous l'avez compris, qui est un autre Adam Smith, est intéressant parce que ce n'est pas du tout un modèle psychopathologique ni psychanalytique, mais il propose que l'autisme associe un excès d'empathie émotionnelle et un défaut d'empathie, on pourrait dire intentionnelle, c'est-à-dire sémantique, cognitive. Les émotions sont hyper ressenties, les intentions ne sont pas comprises. Et il s'appuie, là aussi, comme tous les modèles de surfonctionnement, il s'appuie sur les témoignages d'autistes. Et dans le fond, entre des données de laboratoire sur un groupe de 10 autistes et le témoignage d'autistes de haut niveau, qu'est-ce qui apporte le niveau de preuve le plus fort? C'est une question. Et il voit finalement un certain nombre de symptômes autistiques comme des mécanismes de protection homéostatique destinés à réduire les effets de la résonance émotionnelle trop forte. On est loin du déficit de terrible esprit. Vous voyez l'évolution des modèles. Alors, le modèle de Baron-Cohen suppose un surfonctionnement de processus logiques associé à une hypersensibilité sensorielle. Le modèle évidemment le plus argumenté, c'est le modèle de la perception augmentée de l'équipe Motron de Montréal, qui s'articule un hypofonctionnement des traitements au niveau globaux d'extraction de la figure, d'extraction du sens, et un hyperfonctionnement du traitement local, c'est-à-dire, en gros, pour les autistes, toutes les informations ont la même pertinence. Pour nous, non. On extrait
extrait ce qui compte en fonction du but, de notre planification d'action à un moment donné, et en fonction d'un contexte. Donc on néglige énormément et on traite très très peu d'informations. En fait, on filtre. C'est les modèles attentionnels. L'attention sélective, peut-être la neuropsychologie la plus classique. Les autistes traiteraient de manière égale tous les stimuli comme s'ils avaient la même importance, ce qui suppose d'abord des capacités de traitement hors du commun, qui ne saturent pas, parce que nous on est très vite saturés, et comme s'ils étaient sans filtre. Et d'autre part, effectivement, un traitement qui n'est pas du tout régi par les règles de ce qu'on va appeler en psychologie cognitive la pertinence. C'est-à-dire pour nous, ce qui compte, c'est ce qui est pertinent. Là, maintenant, il y a plein de choses auxquelles je ne m'intéresse pas parce que c'est pas pertinent. La couleur de la moquette, c'est pas pertinent parce que je suis en train de faire. Mais pour un autiste, s'il n'y a pas de pertinence, tout est important. Alors comment on peut vivre si on donne une égale importance à tout? C'est effectivement la question posée par l'autisme. Et puis la théorie de Markram, alors elle, c'est la moins argumentée sur le plan expérimental, et d'ailleurs elle est un peu silencieuse en ce moment, mais elle est intéressante parce que Henri Markram, c'est un chercheur de Lausanne qui travaille sur l'intelligence artificielle et sur les capacités de produire des systèmes informatiques qui miment l'intelligence humaine. Il y a un très bon programme là-dessus. Et il se trouve que les hasards de la vie vont le confronter à un autiste de haut niveau et qui va essayer de comprendre la clinique, les comportements, au sens le plus large, émotionnel, psychologique aussi bien, ce qu'est ce fonctionnement autistique en termes d'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment est-ce qu'il faudrait paramétrer un système d'intelligence artificielle, le construire et le paramétrer pour produire de l'autisme. Et pour lui, en fait, il faut mettre en surfonctionnement tous les systèmes. Pour produire un comportement autistique, il faut augmenter l'attention, augmenter la mémoire, augmenter les réactions émotionnelles et augmenter la perception. Donc il enrichit encore le modèle de Laurent Mottron en rajoutant 3 surfonctionnements. Et c'est donc une pensée extrêmement logique, celle de Markram. Et si on dérégule toutes les variables en mettant max, alors on va produire l'ensemble des signes autistiques qui, dans le fond, témoignent de processus homéostatiques destinés à compenser, à réduire toutes ces hyperstimulations. Ce qui est finalement une constante biologique, c'est-à-dire que voir nos comportements comme étant aussi, peut-être pas exclusivement, mais aussi l'expression de mécanismes homéostatiques de régulation, c'est un principe biologique qui s'applique à tout. Donc, on voit qu'on a ce qu'on peut appeler des challengers forts, les premières hypothèses du déficit de cognition sociale. Et un pas de plus, mais ça je ne ferai que l'évoquer parce que j'y reviendrai à la fin, on sort, à proprement parler, du champ de la science et on rentre beaucoup plus dans celui du social, de la politique, de l'anthropologie. Un pas de plus, c'est finalement de couper les amarres, de larguer les amarres plutôt, et de voir l'autisme comme quelque chose qu'on ne peut pas comprendre au regard du non-autisme. Un monde en soi, une manière d'être, finalement une personnalité, si on peut dire. Un phénotype original, un variant phénotypique, Laurent Mottron, on y reviendra, invite à rompre avec ce qu'il appelle le normocentrisme, c'est-à-dire la tendance naturelle que nous avons de voir tout ce qui est différent de nous par rapport à nous, et de manière générale comme moins bien que nous, un état dégradé, qui est un modèle d'ailleurs profondément médical, celui de la physiopathologie, du diabète, de tout ce qui effectivement peut être compris comme un dysfonctionnement. Pour lui, c'est un mode de fonctionnement en soi. Et évidemment, là, on trouve ce courant de la neurodiversité, qui est représentée par des associations d'autistes de haut niveau et d'Asperger, mais qui est en train de déborder le champ de l'autisme, puisque vous savez qu'on a un certain nombre maintenant de groupes de patients qui revendiquent de sortir du champ de la psychiatrie. Fichez-vous le bec,
on ne veut pas prendre d'antipsychotiques, on veut juste qu'on nous aide à vivre comme on est dans une société qui nous accepte. Et par exemple, vous savez, les entendeurs de voix qui se réunissent régulièrement, qui parlent de leurs hallucinations, c'est très sérieux, et qui portent question auprès de la risperidone. C'est très bien comme ça, même si on entend des voix. Donc, c'est aussi probablement une réaction à la manière dont le DSM a en quelque sorte médicalisé et psychiatrisé à peu près toutes les variantes. Donc, effectivement, comme si on était allé trop loin maintenant, il y a des revendications pour refuser cette psychiatrisation. Et puis, je crois que le modèle de la cognition sociale, mais ça c'est une critique que moi je lui adresse, a une. Alors je me permets de me citer moi-même, je n'ai pas souvent l'occasion. Il a un point faible quand même fondamental, c'est qu'on a parlé du fait que nous sommes émetteurs-récepteurs en permanence. On a l'impression que pour les sciences sociales, pour les neurosciences sociales, on est juste des postes de radio, on reçoit mais on n'émet pas. La question est uniquement comment on capte les autres. Mais en fait, pour nous, l'important, c'est d'être capté par les autres. C'est-à-dire de communiquer à l'autre ce qui nous occupe. La communication, ce n'est pas un moyen, c'est une fin en soi pour l'humain. Le but, c'est de faire partager à l'autre ce qui nous occupe, pas forcément pour obtenir quelque chose. Nous sommes animés par un mouvement dans ce que j'appelle d'empathie active, c'est-à-dire de transmission à l'autre de nos états mentaux. Regardez les interactions parent-bébé. Bébé, il ne veut rien de particulier. Il veut juste communiquer à la mère ses affects, ses émotions, et dès qu'il a un accusé de réception, il est content. C'est-à-dire que le comportement de communication, c'est la fin, c'est pas le moyen. Et donc la cognition sociale, si nous étions uniquement occupés à savoir ce qui se passe dans la tête des autres, on serait comme ça, les uns en face des autres, dans des positions contemplatives. Ça marche. Ça, c'est une perspective sensualiste au sens de Condillac. Non, on est animé par ce qui nous fait faire partager à l'autre ce qui nous occupe. En fait, on a un intérêt pour l'autre, mais on a surtout un intérêt pour l'intérêt de l'autre pour nous. Bon, ça s'appelle l'amour, l'amitié, le besoin de compagnonnage, enfin, ce sont des choses qui anthropologiquement ont été très très bien décrites. Et en fait, ce qui caractérise l'autiste, à mon avis, c'est que non seulement, effectivement, il ne déborde pas d'intérêt pour les autres, quoique, allons voir quelle personne il s'intéresse, malgré tout, mais surtout, il semble ne pas avoir du tout d'intérêt pour l'intérêt que les autres devraient lui porter ou lui portent. Ça, la question de déclencher ou de s'intéresser à l'intérêt qu'il suscite chez l'autre semble lui être complètement étrangère. C'est une toute autre question que de savoir si son cerveau social capte et analyse les signaux qui viennent de l'autre. C'est autre chose. Et je crois que là, il faudrait, et c'est ce que j'essaye de faire modestement, introduire un modèle qui est un modèle pleinement intersubjectiviste, plutôt qu'un modèle qui est essentiellement un modèle perceptif de la cognition sociale. Alors, allons encore un peu plus loin. Et dans le fond, est-ce que c'est si pertinent de définir l'autisme autour des anomalies sociales? C'est bien toute la question qui est posée par le modèle de la perception augmentée, par les modèles de surfonctionnement. C'est-à-dire, dans le fond, est-ce que nous ne sommes pas fascinés par le social chez l'autre? Parce que le social, c'est notre mode naturel d'appréhension des autres. Nous sommes empathiques. Si vous regardez un traité de psychopathologie ou même de psychiatrie, dans le fond, on voit bien que l'instrument de mesure du clinicien, du psychiatre, c'est sa subjectivité, c'est la communication, c'est l'empathie. Il privilégie les processus sociaux. Mais est-ce que c'est pas un biais méthodologique? Question. Bon, ça veut dire que la psychologie est un biais méthodologique. Pourquoi pas? En fait, ça pose un certain nombre de problèmes. D'abord, parce que, comme on l'a vu, il y a des hypothèses alternatives, comme le modèle de la perception augmentée, avec des données expérimentales qui sont très solides, et à la limite qui sont plus solides que celles qu'on trouve sur la cognition sociale. Deuxièmement, ça pose un problème parce que les anomalies des interactions sociales, dans le champ de la psychiatrie, de la psychopathologie et de la psychiatrie développementale, c'est ce qu'il y a de moins spécifique. C'est-à-dire, c'est ce qui est partagé par à peu près toutes les pathologies. Je vous rappelle que le terme d'autisme, il a été forgé par Eugène Bleuler pour parler des schizophrènes. Il va être ensuite importé
par Canet, semble de psychiatrie. Mais enfin, l'autisme, c'est d'abord l'autisme schizophrénique. Autrement dit, ça n'a rien de spécifique à l'autisme. Hein, vous vous souvenez, hermétisme, bizarrerie, étrangeté, etc., communicabilité. Bon. Ensuite, si vous regardez le champ de la psychiatrie développementale, à peu près tous les troubles donnent des anomalies, des interactions sociales et de la compréhension réciproque et mutuelle. Des troubles anxieux aux états limites, en passant par les troubles des apprentissages, même le TDAH, plein de travaux sur les troubles des interactions, des cognitions sociales dans le TADA, les MCDD, petit complexe développemental disorders, les troubles de la régulation émotionnelle. Et comme dit Laurent Motron, que j'aime bien citer encore une fois, lui dit, moi je préfère définir l'autisme par ce que seuls les autistes font ou sont, plutôt que par quelque chose comme le déficit social qu'à peu près tout peut produire, y compris d'ailleurs un grand nombre d'anomalies génétiques vont produire des troubles des cognitions sociales. Donc, essayons de voir plutôt ce en quoi les autistes diffèrent de tout le reste, plutôt que de voir ce par quoi ils sont proches de tout le reste. C'est pas inintéressant comme démarche intellectuelle. Qu'est-ce qui est propre à l'autisme? Certainement pas les anomalies sociales, au sens de déficit. Par contre, les particularités de leur vie sociale, lui, il leur est propre. Elle leur est propre. C'est-à-dire que la manière dont ils interagissent, pas la manière dont ils interagissent pas. Ça, ils le partagent avec un grand nombre de troubles. Et quand on regarde, par exemple, tous les syndromes génétiques développementaux, énormément vont produire un déficit dans les interactions. Mais comment ils interagissent? Ça, c'est autre chose. Et là, on trouve des particularités qui, à mon sens, ont été insuffisamment étudiées et qui permettraient de préciser le phénotype, puisque notre question, c'est finalement d'extraire un phénotype qui soit véritablement consistant et pertinent. Eh bien, effectivement, c'est peut-être pas du côté du déficit qu'il faut aller pour trouver un phénotype spécifique, c'est du côté de ce qu'ils font et que les autres ne font pas. Si vous interagissez avec des autistes, vous savez tous qu'ils ont une manière de fonctionner avec vous, non pas dans ce qu'ils font pas, mais dans ce qu'ils font, qui est tout à fait originale. Pensez en images, par exemple, ou la manière dont ils vont vous communiquer leurs états mentaux et leurs intentions en extrayant de leur stock culturel de représentation, de codes qu'ils ont forgés avec des dessins animés, des bouquins, des films, des séquences qui ont une autre valeur signifiante. Ça, à ma connaissance, c'est que les autistes qui font ça. Bon. Et puis, de manière plus générale, au-delà du social, l'autisme, c'est un rapport particulier au monde. Je parlais tout à l'heure de ce sens d'une vérité ontologique qui fait qu'ils ne supportent pas la contradiction, qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne rusent pas, qu'ils sont facilement trompés, parce que pour eux, la vérité, elle est factuelle. Et là, on n'est pas dans le registre du social, on est dans un rapport au monde et un sens d'une vérité ontologique qui leur est tout à fait particulier. Et puis évidemment, une autre caractéristique essentielle, c'est que leur pensée, mettons à part les Asperger, leur pensée n'est pas naturellement verbale. Nous, notre pensée est profondément, intrinsèquement linguistique. Là, quand je dis nous, peut-être les autistes parmi nous, donc pardonnez-moi, c'est une position normocentriste, comme dirait Motron, mais on commence à les comprendre quand on accepte de se représenter que leur pensée n'est pas intrinsèquement linguistique, même quand ils développent le langage. Mais ça, c'est une énigme, parce qu'effectivement, comment concevoir ce mode de pensée? Alors, un autre problème, si on accepte finalement, pas forcément d'écarter la clinique relationnelle, bien évidemment, mais en tout cas de la relativiser avec tous les arguments que j'ai essayé d'apporter au regard des autres cliniques, de la perception, de la pensée, de la phénoménologie du rapport au monde et des modèles de surfonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait de cette espèce de dualisme entre d'un côté la clinique de communicationnelle et relationnelle et de l'autre celle qui ne l'est pas? Alors là on voit très vite comment nos modes de pensée causalistes essayent tout de suite de voir l'un comme la cause de l'autre. Ça, c'est vraiment un sens inné de la causalité, et on cherche d'emblée à voir la cause d'un côté et l'effet de l'autre. Alors là, il y a ce que j'appelle le suprémacisme social, le suprémacisme de la relation, c'est-à-dire le fond de l'affaire, c'est le problème des interactions sociales, et que le reste en découle. Et puis, Laurent Motron serait plutôt dans une position inverse, sauf qu'il prétend. Il dit simplement, moi, les anomalies sociales, je ne dis pas quelles sont les conséquences du tout des particularités perceptives ou de l'intelligence,
Je dis juste que je ne m'y intéresse pas. C'est une nuance. Pour d'autres, c'est plus simple. Par exemple, pour ceux qui défendaient la thèse des fonctions exécutives, le primum movens, c'était l'anomalie des fonctions exécutives, et le reste, c'en était une conséquence non spécifique. Et en fait, la réalité, c'est qu'on ne sait pas. On a effectivement cette diversité de symptômes, et on ne sait pas même s'il y a un lien causal ou pas. Et puis l'autre problème, c'est que dire qu'il y a des cognitions sociales et puis le reste, est-ce que c'est pertinent pour l'humain? Là, je ne parle pas de clinicien, je parle de développementaliste. Un bébé, d'emblée, c'est un être qui se développe dès avant la naissance dans le champ de l'intersubjectivité et de la relation à l'autre. Est-ce que nous avons, nous, humains, dans notre structure biologique et cognitive, des processus qui seraient radicalement indépendants de la question de la vie relationnelle? Pas du tout certain. Donc dire, il y a les cognitions sociales, et puis il y a la planification de l'action, et puis il y a la perception. Là, les réponses viendront peut-être des études cérébrales qui montreront effectivement toutes les interactions qu'il y a entre les différentes aires cérébrales et à quel point, dans le fond, il n'est pas du tout sûr qu'on puisse définir les composantes de notre fonctionnement mental qui sont indépendantes de notre subjectivité. Sauf peut-être dans l'autisme. Justement, parce que l'autisme ne sera pas une exception de ce point de vue-là. Et peut-être qu'il faut avoir une perspective dimensionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, le social, ce n'est pas un ensemble de fonctions, c'est une dimension de l'ensemble des fonctions. Vous voyez la différence. Nous, humains, dès que nous agissons, nous ne faisons non pas un mouvement, mais nous faisons un geste. Et ce geste est doté d'une intentionnalité. C'est la question de la théorie de l'intentionnalité de Brentano et d'autres. Et puis, d'un point de vue biologique, une hypothèse relativement plausible, c'est qu'en fait, nous ne voyons pas le processus qui est sous-jacent au symptôme. Et c'est un processus invisible qui produit à la fois les anomalies sociales, les anomalies perceptives, de l'intelligence, les sous-fonctionnements et les hyperfonctionnements. Et là, je trouve que l'hypothèse récente du modèle Trigger Threshold Target Model de Vautron, qui est publié en 2015, est tout à fait intéressante. Il part d'un constat qui est la dominance masculine de l'autisme, qui reste une énigme, en tout cas pour moi. On verra si Arnold Munich a la réponse. Et cette dominance masculine, il la relie à deux choses. Premièrement, au fait qu'il y aurait des gènes qui codent la plasticité cérébrale, qui sont effectivement variables suivant le sexe, et que deuxièmement, un certain nombre d'anomalies génétiques trouvées dans chez les familles autistes touchent ces gènes. Autrement dit, ce qui serait sous-jacent, c'est la question de la plasticité cérébrale, qui expliquerait à la fois la dominance masculine et qui, d'autre part, pourrait expliquer l'autisme lui-même, au sens où se produirait, à des moments clés du développement, donc aussi du fait de facteurs environnementaux, une dérégulation de la plasticité cérébrale au moment où les fonctions s'installent. Et vous connaissez le concept de darwinisme neuronal, qu'on doit, je crois, à Jean-Pierre Changeux, qui est que les fonctions sont, les fonctions mentales, motrices, enfin, toutes nos fonctions cognitives et psychologiques sont en compétition dans notre cerveau pour l'espace, c'est-à-dire pour les neurones, pour les réseaux de connexion, pour la surface de cortex, etc. Et qu'une régulation s'organise pour que, en quelque sorte, chacune trouve sa place. L'hypothèse qui est faite là, c'est que précisément ce processus-là est dérégulé du fait d'une hyperplasticité qui ferait de l'autisme en quelque sorte l'inverse du syndrome de Rett, qui lui serait le prototype d'une hypoplasticité. Mais l'hyperplasticité, eh bien, elle développe des fonctions au détriment d'autres. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors je vais conclure, finalement, sur ces contradictions, toute cette diversité des modèles, voire ces contradictions entre les hypothèses, entre les laboratoires. On a l'impression que chaque équipe de recherche a son autiste, son autisme avec son hypothèse, et que ça serait intéressant d'ailleurs de les faire travailler avec des populations des autres laboratoires, parce que je suis certain qu'il y a un phénomène de sélection des patients en fonction des hypothèses et de la culture de l'équipe de recherche. Évidemment, déjà, entre ceux qui travaillent avec des hauts niveaux et ceux qui travaillent avec des autismes syndromiques,